Mais pourquoi tant d'histoires ? Mais pourquoi tant d'histoires ? Mais pourquoi tant d'histoires ? Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Christophe Dickès. Chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité à Storia Voce. N'hésitez pas à nous soutenir, notre radio associative qui est votre radio. Elle ne se développera que grâce à votre générosité. Pour ce faire, rendez-vous dans notre rubrique Soutenez-nous à partir de notre page d'accueil storiavoce.com. Vous y trouverez, contre un don, un large choix de livres grâce à nos partenaires éditeurs. Elle est à la fois politique, mais aussi économique, elle peut être sociale, tout en s'intéressant au genre, elle est aussi culturelle donc, et peut se pencher sur les mentalités. Vous l'avez reconnue, elle est au centre de vos préoccupations, puisque vous nous écoutez aujourd'hui. Je parle bien évidemment de l'histoire. Il y a plus d'un an, dans une émission avec Michel de Gégère, auteur de La Compagnie des Ombres aux belles lettres, nous avions réfléchi sur ses origines dans la plus haute antiquité jusqu'à l'incontournable Hérodote, qui donna tout son sens au mot historia. Historia, c'est l'enquête en grec. Histor est celui qui sait, qui tranche un différend, qui prend de la distance avec les passions pour rendre un jugement. Storia Voce vous propose aujourd'hui de faire un bond, non pas dans l'histoire antique, mais dans l'époque moderne, et de mieux saisir comment notre discipline s'est construite dans ces siècles décisifs pour l'intelligence que furent la période de la Renaissance à notre époque contemporaine. Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de notre émission « Pourquoi tant d'histoire ?» Didier Le Fur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est la troisième fois que nous vous recevons au micro de Storia Voce. Vous êtes un grand spécialiste de la Renaissance. Je me contenterai de citer votre énorme travail consacré à François Ier, qui a été acclamé par la critique, mais il y a aussi votre Diane de Poitiers. Et vous venez de publier un livre qui, il faut le dire, m'a surpris en tous les cas. Le titre est le suivant: Et ils mirent Dieu à la retraite, une brève histoire de l'histoire. Un petit ouvrage de 200 pages, mais extrêmement dense, extrêmement fouillé, avec beaucoup de recherches, bref, brillant, qui est une réflexion donc sur la discipline historique. Peut-être ma première question est la suivante. On est quand même surpris de vous voir sur une discipline, l'historiographie, qu'à présent vous n'aviez jamais abordée au fond. Oui et non. C'est-à-dire que même si je travaillais sur des choses qui pouvaient être factuelles, ou apparemment factuelles, c'est-à-dire des biographies ou des événements, chaque fois, toujours même, depuis même les diplômes universitaires, je faisais un travail dit d'historiographie, c'est-à-dire dans ma définition à moi d'historiographie, c'est-à-dire en gros la mémoire de l'histoire de ces événements ou de ces personnages à travers le temps. Et entre les connaissances qu'on pouvait avoir de ces personnages ou de ces événements au temps donné, de leur vie ou des moments où ça se sont passés, et du souvenir qu'on en avait eu, qui s'était soit estompé, la plupart du temps transformé, ou voire magnifié, comme pour Marignan par exemple, eh bien, il y avait toujours cette espèce de décalage comme ça entre ce que pouvaient dire certaines sources, celles qu'on pouvait avoir entre les mains, et puis une mémoire collective qui s'était structurée à travers les siècles. Et donc finalement, ce temps, enfin ces remarques qui pouvaient être d'abord que pour un personnage, puis après un événement, voire 2 ou 3 personnages, voire une période ou une époque, comme les guerres d'Italie, eh bien, je me trouvais toujours confronté à cette vision que l'on avait aujourd'hui, nous, de ce temps, c'est-à-dire qu'on appelle la Renaissance, puisque c'était ce temps-là sur lequel je travaillais, et ce que je pouvais lire à cette époque de ce contenu dit de Renaissance, qui n'existe pas, en fait. Parce que le mot de Renaissance n'apparaît jamais, ou s'il apparaît dans un imaginaire chrétien, c'est-à-dire, en gros, l'idée de la Renaissance au péché, ou alors c'était dans le mot de Renaissance des lettres, mais qu'il fallait
construire et amener dans un univers, dans un imaginaire plus politique, et où on comprenait finalement que ces gens de la Pléiade qui avaient appelé à la renaissance des lettres ou de la langue française étaient dans un but très concret, c'est-à-dire grosso modo prendre la place des auteurs plus anciens qui avaient mécènes et avantages et pensions pour exister aussi, puisque tous les gens de la Pléiade avaient entre 20 et 25 ans. Pour les plus connus d'entre eux, en tout cas à cette époque. Et c'était des hommes donc qui cherchaient à avoir une place, qui cherchaient à exister dans le monde, et leur ambition, c'était justement de dire, voilà, je serai utile, ou nous serons utiles à la gloire de la France, avec justement, en réinventant un français, et en faisant du français cette nouvelle langue internationale, comme l'avait été un temps le latin romain, voire le grec plus ancien. Parallèlement à cela, c'était aussi ce temps où on commençait à apprendre, en France, le grec, le latin romain, d'une manière beaucoup plus efficace que ça l'avait été, puisque c'était du latin chrétien en général qui était utilisé pour la plupart du temps, et notamment aussi donc le grec qui n'était pas enseigné à part sporadiquement par quelques-uns dès l'époque de Louis XII, mais d'une manière plus concrète à partir de 1530 sous François Ier, et puis aussi bien évidemment l'hébreu, puisque ça permettait aussi de faire toutes les langues anciennes qui étaient des langues qui avaient participé aussi à l'imaginaire religieux. Donc c'est l'idée de Renaissance qui vous a amené à étudier exactement cette historiographie. C'est de savoir d'où ça venait et comment, à partir de quand finalement ce concept de Renaissance tel qu'on le conçoit aujourd'hui, c'est-à-dire de ce temps d'éveil de l'homme à la raison, de ce temps où l'homme d'un seul coup se serait sorti de la nuit moyenâgeuse et de ce temps long de plus de 1000 ans, et comment finalement on avait accordé à ce temps de Renaissance autant de choses, autant de nouveautés, autant d'éveil, alors que moi, je ne le voyais pas du tout, jamais. Ou alors, si cet éveil existait, il était considéré comme quelque chose de fermé, de ponctuel, et que de toute manière, c'était des choses qui avaient existé auparavant et que ça n'intéressait. Ça n'éveillait pas la curiosité supplémentaire. C'est-à-dire qu'en gros, et c'est là où c'est intéressant, si même la religion pouvait considérer que la science était dangereuse à l'esprit, ça n'avait pas empêché des tas de gens, des tas d'hommes, même des tas de femmes, même si on les connaît absolument pas du tout, celles-là, eh bien, en tout cas, de développer une pensée, exactement. Et même la papauté, par l'idée simplement, tout bête, par la peinture, à partir du XIVe siècle, non plus de faire une évocation de la nature ou de l'homme par des schémas ou des frises, mais d'inciter les peintres à représenter réellement la vie et la création de Dieu sur Terre en étant plus exact, eh bien, on participait déjà à cette recherche-là. Et là, il n'y a pas de renaissance du tout, puisque c'est la papauté qui le décide, et c'est par rapport à une vision de la création divine et de la nécessité pour l'homme finalement, de représenter le mieux possible l'immensité de la créativité divine. Oui. Et c'est pareil pour les dissections. Dès le XIVe siècle aussi à Montpellier, on a autorisé la papauté, toujours, à autoriser j'allais dire le dépeçage. Comment on appelle ça, les autopsies. Voilà, les autopsies et autres opérations sur le corps humain, pour non pas apprendre plus en médecine, mais pour mieux apprendre à représenter ce corps et à exprimer mieux ses muscles, ses attitudes et son fonctionnement dans la représentation iconographique. Et donc, vous voyez, c'est un exemple, ça officiel, parce qu'on le connaît. Il y a eu des tas d'exemples autres, bien avant encore, de tas d'hommes qui se sont intéressés à la nature, qui ont observé les herbiers, tous les livres sur la nature et sur les animaux, quelle que soit la connaissance après. Et bien, existait déjà. C'est pas parce que l'imprimerie a diffusé plus de livres et que à un temps, et notamment depuis la fin du XVe siècle,
des textes imprimés ont pu résister au temps, que d'un seul coup, il s'est passé quelque chose, et comme une sorte d'eureka collectif qui aurait fait que l'homme se serait intéressé d'un seul coup davantage à lui, à son bonheur ou à ce qui l'entourait. Alors, vous utilisez le terme de renaissance depuis le début de cette émission. Or, on a l'impression dans votre livre que vous le délaissez au profit de l'idée de progrès. C'est-à-dire que le progrès devient une sorte de constante, se représente chez certaines élites d'abord plutôt que chez le commun, mais c'est vraiment l'idée qui est au centre de votre ouvrage, et que par opposition on place en face de l'interprétation divine de l'histoire. Parce que justement, c'est l'idéologie du progrès, parce que c'est une idéologie, c'est une façon de penser, et qui a créé cette notion de renaissance. Et qui, dans son découpage chronologique pour montrer le progrès humain dans ce qu'il avait d'indépendant face à la présence de Dieu sur l'homme et sur son destin, voire sur son salut, quand ces philosophes du XVIIe, et qui n'étaient pas que philosophes d'ailleurs, qui étaient souvent mathématiciens et autres, eh bien, se sont dégagés de cela et ont favorisé cette idée que l'homme pouvait être maître à la fois de son destin, sans que Dieu y intervienne, sans remettre en question l'existence de Dieu, absolument, et que en faisant que, comment vous dire ça, si l'homme était maître de son destin, eh bien, il était aussi maître de son bonheur, et qu'avait le droit aussi par son action bonne, dans un monde forcément de plus en plus harmonieux, grâce à cet homme justement, et sans la présence de Dieu qui de toute manière était infiniment bon, mais qui faisait des tas d'autres choses ailleurs. Eh bien, cette idée-là, il fallait lui trouver une histoire. Longtemps et souvent. Et donc c'est l'histoire du progrès. Et c'est l'histoire du progrès. Et la Renaissance, finalement, c'est considéré à partir du 19e siècle, quand on invente ce concept d'une période, comme le point de départ de cette renaissance de l'homme qui, avant le temps religieux, avait progressé, qui, le temps religieux dit chrétien, parce que c'est ça, le temps religieux, cette espèce d'obscurantisme dont je vous parlais tout à l'heure, et qu'on va appeler le Moyen-Âge au XVIIe siècle, eh bien, c'est-à-dire ce temps entre le temps premier des grands philosophes classiques grecs et romains, ce temps d'obscurantisme fait par la religion, ce temps aussi où les hommes se dégagent de la religion chrétienne, c'est toujours et pour justement réapprendre, grâce aux textes anciens, ce temps-là, et reprendre la notion de la raison, reprendre la notion de la philosophie aussi. On va y revenir. Voilà, et donc de cette idée de renaissance, mais de renaissance par rapport à une pensée et à une idée que l'homme pouvait être ne plus être dépendant de la religion, et donc forcément de toute cette hiérarchie que représentait l'Église romaine, et même protestante par la suite, puisque tout le monde vont être, enfin toutes les religions vont être plus ou moins mises à peu près dans le même sac. Est-ce qu'on date précisément l'apparition de ce mot et de ce concept de progrès qui va de pair, et c'est aussi une question, avec une forme d'optimisme? Elle est très très claire à partir du XVIIe. Au XVIe siècle, la notion de progrès, c'est d'aller d'un point à un autre, et le point B, aller d'un point A à un point B, et le point B étant le point final. C'est-à-dire, en gros, on est dans cette logique, comme dans la logique de l'histoire, dans l'imaginaire chrétien, c'est-à-dire qu'avec un début, un milieu, une fin. Et la notion de progrès, elle, va évoluer au XVIIe avec cette idée, justement, où l'homme, finalement, ne cesserait pas de progresser. Et donc, de fait, lui donner un aspect positif. Et comme l'histoire telle qu'il la définissait, telle que la religion chrétienne l'a définie, c'est-à-dire avec depuis la chute jusqu'au retour de l'âge d'or sur Terre. Et donc c'est un temps fini, un temps ponctuel. Et ce temps-là, ces philosophes du XVIIe, dont Descartes fait partie, mais pas d'un d'autre encore, eh bien vont le mettre de côté. Vont carrément le nier, considérant que ce sont une série de fables imbéciles et propices à toutes les erreurs. Et par contre, de considérer que ce temps
de progrès, lui, par contre, était infini, puisque justement, en remontant au déluge, de l'état sauvage jusqu'à l'on était, jusqu'à ce que ces hommes étaient, en tout cas au XVIIe, eh bien, on pouvait montrer tout ce temps du progrès humain, et qu'il avait été par l'intelligence humaine, et que cette raison et cette intelligence humaine pouvaient encore progresser pour un plus grand bonheur sur Terre. Est-ce qu'on peut parler d'approche mécanique ou mécaniciste? Oui, parce que on est complètement là-dedans, puisque ça part du principe, et tout se déclenche finalement avec, non pas Copernic, parce que ces textes en Pologne ont été certes lus, mais par très très peu de monde, mais davantage par Kepler et surtout par Galilée en Italie. Et que ce temps où finalement, en abandonnant que ces chercheurs, en abandonnant le système aristotélicien et ptoléméen et de la Terre centre du monde, mais finalement démontrant que la Terre n'était qu'un élément à travers un autre monde, et qu'elle, justement, que c'était la seule chose qui était fixe, c'était peut-être le soleil, et qu'il y avait un infini beaucoup plus immense, enfin il y avait un infini, et que cet infini faisait une grande machine, et qui pouvait se justifier mathématiquement. Oui. De fait, à partir du moment où on justifie le monde dans lequel l'on vit mathématiquement, on peut essayer aussi de comprendre mathématiquement la vie de l'homme. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à vouloir précisément à promouvoir cette idée de progrès et en même temps à réfléchir sur l'histoire, parce que au fond avoir une approche progressiste des choses, est-ce que ce n'est pas oublier son passé, dans la mesure où on estime que demain sera meilleur que qu'hier? C'est exactement les propos de Descartes, qui sont très sensés, sous-entendant que finalement le passé, comme la mémoire personnelle, n'a d'intérêt qu'à partir du moment où la raison, tant que la raison n'a pas résolu le problème. À partir du moment où on a résolu le problème, notre passé, voire notre mémoire, des choses difficiles de notre propre vie, n'ont plus d'intérêt. On va pas on passe à autre chose. Là on s'ouvre, on progresse. Et c'est assez astucieux, sa démonstration. Et puis ça permettait aussi de montrer aussi que finalement, puisque l'histoire telle qu'elle existait, telle qu'on l'enseignait, enfin on l'enseignait pas, mais telle qu'elle était lue dans les livres, et bien était une histoire essentiellement basée sur la puissance de Dieu sur les hommes, et que puisque finalement Dieu s'occupait de tas d'autres choses bien plus importantes que le destin de chaque être humain, ou voire même des tempêtes, des autres éléments climatiques et politiques sur la Terre, puisque ça il le repoussait complètement, eh bien l'homme avait de fait toutes ses responsabilités, enfin tout ça. Oui. Et donc la notion de l'histoire ne servait strictement à rien telle qu'elle avait été définie. Oui. Et puis de toute façon, là aussi, Descartes avait des jolies paroles là-dessus, sous-entendant, oui, c'est vrai que c'est bien de connaître plein de choses, mais à quoi ça sert si on ne sait pas les choses les plus essentielles pour la vie, oui, en cet instant, c'est-à-dire de la vie en commun, pour mieux travailler pour demain. Et c'est là où il y a eu des divergences parmi ces mécaniques, ou ces mécanistes, c'est que certains ont dit, ben non, finalement, l'histoire, ça pouvait aussi avoir un sens, dans le sens où elle pouvait aussi retracer le progrès humain, justement. Et cette histoire-là, elle n'existait pas. Et c'est ça qui va triompher, en fait. C'est de dire, bah, l'histoire, ça peut être aussi une science, alors que Descartes considérait que ce n'était pas une du tout, puisqu'elle était liée à la mémoire, et que la mémoire était déraisonnable, eh bien, de considérer, comme Bell va le faire, mais d'autres après lui largement, c'est-à-dire, grosso modo, sur le dire que finalement, voilà, l'histoire est nécessaire, oui, pour le progrès de l'homme, pour montrer son progrès, c'est-à-dire que, connaissant son passé, il va comprendre son présent, voire même peut-être, et c'est là le côté scientifique, éclairer l'avenir. Oui. Et c'est ce qui est d'ailleurs, c'est ce qui est vendu aujourd'hui dans la nécessité de faire de l'histoire, et sur la responsabilité de certaines personnes à l'université ou ailleurs. Vendu, certaines personnes, c'est-à-dire que c'est pas votre point de vue? Non. Parce que c'est une escroquerie. Ça, on reviendra après sur la notion de science, puisque de toute manière, l'histoire qu'on a
en France, même sur un événement, elle ne sera pas racontée de la même façon en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis ou ailleurs. Oui. Vous prenez la guerre de 100 ans, eh bien l'Angleterre ou la Grande-Bretagne ou le Royaume-Uni, voilà, ce sera fait. Eh bien, à sa vision de ce temps, la France là aussi. Oui. Ce temps-là, il a évolué en France en fonction de tous les régimes politiques et en fonction des ambitions de la France, expansionnistes ou pas, en fonction de l'idée de nation, en fonction de ses prétentions impérialistes. Ça a évolué constamment et voire même jusqu'à être oublié parce que c'est trop vieux et qu'on s'en fiche complètement. Vous prenez, c'est là encore, je crois que la seule chose finalement qui rejoint un peu tout le monde, peut-être parce que la France est plus prudente là-dessus et qu'accepte finalement les idées des autres par de nombreuses traductions et l'édition il faut traduire les livres. Oui, bien sûr. Et bien, ça c'est peut-être la Seconde Guerre mondiale. Et où là, on voit pas la première, la Seconde Guerre, où là, on voit des choses, peut-être parce que les auteurs français ont un peu plus de mal, ou longtemps ont eu un peu plus de mal avec ce temps-là. Mais sinon, et puis que ça n'a pas servi vraiment grandement le sentiment ni national, ni l'idée du roman glorieux de l'histoire française. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, et c'est pour ça que votre ouvrage est d'abord surprenant, vous Didier Le Fur, c'est que il y a une part de philosophie qui est extrêmement importante dans votre livre. Parce que justement, ce sont les philosophes qui ont pensé l'histoire. Exactement, oui. Et c'est ça et c'est là où nous, aujourd'hui, on aurait tendance à dire, ben non, l'histoire, ça s'apprend, il y a des études pour ça, il y a des diplômes qui sanctionnent des progrès, ou des évolutions, ou des aptitudes, jusqu'au début du 19e siècle, l'histoire, c'est pas appris. C'est pas structuré, et finalement, n'importe qui, ayant l'envie ou le désir de faire une histoire de France ou une histoire quelconque, quelle qu'elle soit, eh bien peut le faire et en a la liberté. Et c'est là où c'est intéressant parce que justement, ce sont des opinions différentes. Quelquefois, ce n'est que du rabâchage ou du recopiage de textes déjà faits. Pour nuancer selon l'air du temps, eh bien, on va apporter quelques modifications. Forcément, au fur et à mesure du temps, on réduit aussi le temps passé parce qu'il est un peu trop gros et qu'il faut faire ça en 2 ou 3 volumes. Voilà, il y a toute cette technique de l'écrit qui fait aussi une sélection, consciente ou inconsciente, des événements historiques, des idées historiques, oui, et des idées du temps ou de politique. Voilà. Et puis là aussi, l'ère du temps faisant que, à partir du XVIIe notamment, la seconde moitié du XVIIe, le roi militaire glorieux, quelles que soient ses victoires finales en fait et ses acquis territoriaux, eh bien, a été honoré parce qu'il avait été vainqueur à telle bataille ou à autre. À partir du milieu du XVIIe, on trouve ça idiot et donc l'image royale se transforme et donc il y a une quantité de personnages qui étaient importants jusqu'au milieu du XVIIe mais qui vont disparaître complètement. Charles VIII, par exemple, et qu'on a pratiquement oublié aujourd'hui, était un prince important dans l'histoire de France jusqu'au milieu du XVIIe, et après cette réforme morale ou cette vision de la monarchie ou du pouvoir royal, eh bien, va tomber dans les oubliettes de l'histoire pendant très très longtemps. Alors une dernière question peut-être sur cette notion de progrès qui est extrêmement importante. Il s'agit pas de faire d'anachronisme, mais ce qui fait la richesse de votre livre, ce sont les nombreuses références de personnages, de penseurs qu'on ne connaît pas forcément. L'idée de progrès peut supposer un toujours plus, on va toujours plus en avant. Or, certains de ces auteurs peuvent avoir une vision cyclique de l'histoire. Oui, comme Vico, par exemple. C'est-à-dire qu'en gros, chacun, puisque il y a pas de livre idéal, il n'y a pas de méthode idéale et tout le monde la cherche. C'est plutôt intéressant. Ça montre une activité intellectuelle, des envies de faire quelque chose. Mais selon leurs liens, et ça se verra jusqu'à la fin du 18e d'une manière criante, mais avant que les choses se stabilisent dans un système accepté par tout le monde, eh bien au départ cette notion du progrès humain, elle est considérée comme l'apologie de l'individualisme. C'est-à-dire grosso modo, c'est l'individu qui prend conscience de lui-même, qui prend conscience de son destin, qui prend conscience aussi de son salut, et qui, par son action, peut-être aider la société. Et là, on est dans un truc
quelque chose de linéaire. Ça, c'est pour ce que j'appelle ces nouveaux catholiques, c'est-à-dire en gros, on croit toujours en Dieu, on remet pas en cause son existence, mais par contre, tout ce qui est religion romaine, voire religion protestante, on s'en écarte largement. Oui, il n'y a pas d'un côté les modernes, de l'autre côté les anciens. Il y a une forme de troisième voie qui tente qui veut concilier. Et tout ça va se mélanger. Et Vico est un exemple. Et Vico, par exemple, eh bien, si il admet certains aspects de la pensée de Descartes, va refuser justement sa notion d'histoire, va par contre adhérer davantage au processus déjà assez révolutionnaire et anglican de Bacon, qui d'un siècle plus tôt. Alors même si en France, eh bien, des hommes comme la Poplinière avait déjà évoqué l'idée d'une réforme de l'histoire et des choses comme ça, mais la réforme de l'histoire et la notion de l'histoire et de l'histoire d'une histoire nouvelle faite pour chaque auteur, finalement, c'était l'idée de recorriger les erreurs du passé. Hein. Oui. Ça, c'est constant. Et même si si on recopie exactement les mêmes choses, dans l'intro, vous aurez toujours quelque chose comme ça, tout simplement parce qu'il faut manger et qu'il faut justifier le fait que on a passé un peu de temps à réfléchir sur le sujet. Exactement. Et ce Vico donc va reprendre le côté cyclique chrétien. Oui. De la vie et de la mort et de la régénérescence et tout ça. Il est dans ce cas, dans cette vision du monde, pas si éloigné de Bossuet, qui est beaucoup plus traditionnaliste, dans cette idée chrétienne, c'est-à-dire qu'il reste terriblement chrétien, en fait, tel que les hommes du 15-16, et même une grande partie du 17e, pour une grande majorité, acceptaient. D'ailleurs, Bossuet va être continuellement édité jusqu'à aujourd'hui, alors que Vico va disparaître très très vite dans les limbes de l'oubli. Mais Vico a eu un intérêt, c'est qu'en cherchant un système de l'histoire de l'humanité, en faisant finalement que l'homme était partout pareil, que Dieu avait fait sa créature, parce qu'il restait toujours dans l'idée que Dieu était là et de son importance, et bien en inventant un principe du sens commun, c'est-à-dire grosso modo qu'il y aurait eu une pensée collective chez tous les hommes, quels qu'ils soient, quelle que soit leur position géographique. Eh bien, avec un système de valeurs, que ce système de valeurs, eh bien, finalement, c'était Dieu qui l'avait donné. Et ça, avec une système de morale aussi qui construisait la société, puisqu'il tenait beaucoup à cette notion-là. Et cette notion de société, elle est assez nouvelle, puisque justement, au départ, on parle souvent d'individus qui transforment peu à peu. Là, on est dans l'idée qu'une société peut se former et qu'elle est essentielle à la construction de l'homme et à sa vie en communauté. Mais on y met Dieu. Quand Condorcet va reprendre indirectement ce principe à la fin du 18e, là, Dieu a un peu disparu. Mais par contre, il va reprendre la notion de la puissance de la société qui sera à même, elle, de changer et de faire augmenter le progrès et de faire évoluer le progrès. On vous parlait de Vico, il y en a des tas d'autres, hein, et souvent ce sont des hommes d'église d'ailleurs, qui dans cette idée de nouveauté, de réflexion sur le monde et sur Dieu et sur l'homme qu'ils admettent dans sa possibilité d'indépendance face à Dieu, eh bien vont réfléchir comme ça à différents systèmes. Et là on arrive avec d'autres extrêmes, c'est-à-dire un Voltaire, par exemple, qui lui va repousser tout. Et parallèlement à ça, à cette réflexion des philosophes sur l'histoire, alors qu'ils ne vont jamais faire une seule histoire, pratiquement, sauf Voltaire après, mais on y reviendra peut-être, et puis 2-3 autres encore, au 18e, eh bien, se poursuivait l'écriture de l'histoire. Et il y a quelque chose qui s'est fait qui... comment vous dire ça, est passé un peu sous silence, même aujourd'hui dans la mémoire collective de toute cette évolution et toute cette pensée, c'est cette idée de la critique de l'histoire. Et cette idée que finalement, mais là c'était des personnages qui étaient soit protestants, ou voire même carrément qui avaient abandonné la religion, comme Spinoza par exemple, ou qui en étaient tellement écartés que bon... leur pensée montrait que finalement ils tenaient pas beaucoup, et plus du tout même, et où avec cette idée que finalement tout pouvait être critiqué, et parce que justement là l'histoire qui reproduisait ce qui avait été écrit, qu'est-ce qui
et notamment les légendes et tout l'imaginaire chrétien, et qui avait été rejeté. Cette histoire qu'on essayait de trouver sur le plan philosophique par rapport à une histoire d'une construction de l'humanité, de l'homme par l'homme, et où finalement qu'on n'arrivait pas à trouver, et bien d'autres ont dit peut-être qu'il suffisait simplement de prendre des textes et puis de les critiquer, voir si c'était vrai ou faux. C'est très intéressant parce que au fond, et je me permets de renvoyer nos auditeurs à la revue des Deux Mondes, au numéro de novembre 2017, faut-il supprimer le roman national, l'histoire, une passion française. L'histoire a toujours, quelles que soient les époques, et on le voit bien dans votre livre, on hésite, on part vers une idée, on ajoute une autre idée, on en retranche. Bref, l'histoire est toujours sujette à chercher ce qu'elle est vraiment au fond. Oui, parce que tout simplement aussi, l'histoire est profondément idéologique et a servi tous les régimes politiques. Et c'est là peut-être le gros problème de l'histoire, et c'est ce qui fera peut-être qu'elle ne sera peut-être jamais une science, c'est que consciemment ou inconsciemment, d'abord parce qu'au départ, un auteur a besoin d'un mécène, et pendant longtemps, jusqu'à temps que ce ne soit pas enseigné. À partir du moment où l'histoire est enseignée, elle est enseignée par des structures d'État. Donc il y a des programmes, il y a des visions de l'histoire. Et les programmes sont idéologiques inévitablement. Totalement. Et quand on voit le 19e, avec cette succession de régimes, ils vont tous adhérer à la notion du progrès. Ils vont tous adhérer à la notion que Condorcet va mettre sur play et qui va être développée par Ballanche sous Louis XVIII, sur l'idée que la société est essentielle, que le pouvoir finalement politique est essentiel pour augmenter le progrès et conduire le progrès pour chaque individu. Et c'est là la balance. Et ce qui va changer et ce qui va être adapté et par tous les régimes politiques, quels qu'ils soient. Et c'est ce qui est amusant, c'est que il y a certaines personnes qui vous disent encore que Thomas More était le premier communiste, on entend des choses épouvantables, et tout simplement parce qu'il était dans la notion d'utopie. Oui. Mais on est dans un imaginaire parfaitement chrétien, et qui correspond là complètement à l'imaginaire même de l'histoire chrétienne, c'est-à-dire un début, un milieu et une fin, une histoire finie. Et avec un monde qui d'un seul coup n'évoluerait plus parce qu'on serait dans ce retour du paradis sur terre. Et ben les idéologies totalitaires de la fin du 19e et surtout du 20e siècle, la première moitié du 20e siècle, eh bien vont reprendre cette histoire finie justement et vont considérer qu'il y a un aboutissement à un progrès vers un état après stagné ou stagnant plutôt, et qui permettrait de ne plus faire évoluer parce qu'on serait arrivé à un état idéal. Je me permets de renvoyer nos auditeurs à l'émission qui est d'ailleurs une des émissions les plus écoutées de Storia Voce sur Thomas More avec Marie Barral-Baron. Quand est-ce que la discipline historique s'enseigne à part entière? On parlait tout à l'heure, on disait qu'elle était liée à la philosophie, qui lui était bien évidemment supérieure, et la philosophie réfléchissait sur l'histoire. Quand est-ce qu'on parle véritablement de discipline? À partir de Louis XVIII. À partir de Louis XVIII, elle va rentrer dans les programmes scolaires, dans l'organisation scolaire. Avant l'histoire, elle s'apprend indirectement. Elle s'apprend par la morale, elle s'apprend par la philosophie, elle s'apprend par l'apprentissage des lettres des langues anciennes. Elle s'apprend par la théologie, mais ce n'est pas une matière appropriée, particulière dans un enseignement. À partir du règne de Louis XVIII, et ce règne est essentiel dans l'imaginaire d'une révolution réelle d'une société, de l'État dans l'aspect culturel et dans le développement culturel d'une société, et bien va être enseigné. Il va falloir faire des programmes, et ces programmes-là, d'ailleurs, qui s'accompagnent avec tout un mouvement de la peinture d'histoire au même moment, de renouveau, de la création du Louvre comme le centre par la peinture de l'histoire française, qui va être déplacée après sous Louis-Philippe à Versailles, mais où on est dans cette notion-là, et on est dans la notion aussi d'un nouveau concept, celui de la civilisation. Ce mot qui se structure... Qui est un mot nouveau, donc. Qui est un mot nouveau à la fin du 18e, qui correspond à l'idée du progrès humain d'abord, c'est la civilisation humaine, et puis qui peu à peu, pour mieux l'étudier aussi, va être découpé en tranches. Et donc, comme on saura, puisqu'il y a des peuples qui sont restés dits à l'état sauvage ou à l'état primitif ou à l'état de l'enfance, et bien en s'en comparant toujours à eux, et bien on a considéré nous notre progrès immense vu par exemple des Amérindiens jusqu'à ce que c'était que la cour de Louis XIV ou de Louis XVI, et on ne rendait pas compte tout le parcours qu'on a fait. Donc l'homme est formidable, mais par contre aussi avec une ségrégation, si j'ose dire, dans la notion de civilisation, et donc des ruptures, et donc
après que structurer après cette notion de civilisation européenne, et puis nationalisme aidant, cette notion de civilisation par nation, italienne, allemande, française. En France, bien évidemment, la civilisation française étant la meilleure. Et je me permets de vous citer, parce que vous décrivez un peu les programmes, une histoire qui était aussi, je vous cite, une histoire qui était aussi conçue pour glorifier la construction des nations, vous venez de le dire, et faire la preuve de la puissance européenne sur les autres parties du monde. Une histoire qui avait toutefois ses bornes. Les limites de ce tableau ne nous permettent pas de faire marcher l'histoire de la civilisation de front avec l'histoire politique. C'est une autre citation. Et vous continuez plus loin. Vous dites la période moderne, et c'est ce qui était très intéressant, la période moderne s'ouvrait sur la prise de Constantinople par les Ottomans en 1453. L'Europe aurait alors perdu cette unité d'impulsion qui l'avait portée au temps des croisades. C'est-à-dire que la perception des croisades à cette époque est une perception dynamique de croissance, alors qu'aujourd'hui, quand on parle des croisades, c'est un rejet total. Total. Oui, parce que c'est ça qui est intéressant. C'est qu'ils ont, j'allais dire là encore, en parlant de l'unité, sans parler de l'unité chrétienne qui a été une réalité et qui a été la puissance de l'Europe, ou des États européens, quand ils étaient unis ensemble par rapport à une défense, ou alors juste à une expansion, et après à cette recherche État par État, et c'est tout le temps les guerres d'Italie, d'une nation plus qu'une autre à essayer de recomposer cette puissance européenne ou cette puissance chrétienne, cet éclatement aussi de l'unité chrétienne au XVIe siècle avec le protestantisme, parce que ça c'est une chose essentielle, c'est bien plus essentiel que tout le reste. Oui. Ah oui, ça casse tout, ça casse tous les rêves d'unité. De croisade, de tous ces trucs-là, c'est fini. Et donc, de fait, il y a forcément un rejet aussi de ce temps de croisade. Oui. Vous comprenez? Oui, et avec la raison aussi venant, le temps religieux et tout ce qui couvert, on rejette ça en bloc. Et à partir du moment où on replace la notion de modernité au temps de la prise de Constantinople, on fait d'abord une scission entre le monde arabe et le monde méditerranéen et le monde européen. Et ça aide aussi à mettre les Turcs de l'autre côté, hein, ça c'est voilà. Et après à s'enfermer un petit peu dans sa propre histoire, dite européenne ou dite chrétienne, et avec aussi cette idée que finalement, on a évolué mieux que les autres, oui. Et qu'on n'a pas eu besoin des autres, et que donc tous les liens qui sont ressortis aujourd'hui et qui causent toujours interrogation sur la connaissance de la médecine, des mathématiques et des choses comme ça, du temps grec préservé par l'époque, par les Arabes, et puis après revenant en Occident et autres, tout ce temps qui est difficile, qui a été difficile à accepter, voire même quelquefois faux aussi, hein, parce que ça a été aussi largement assez exagéré. Il y a eu des tas de gens qui sont venus autrement, et les connaissances qui étaient déjà arrivées, même si elles n'étaient pas applicables, ou en tout cas des références pour l'histoire des sciences telles qu'elles ont été inventées au 19e et 20e siècle. Eh bien, tout ce temps-là, permettait de, comment vous dire ça, de purifier un petit peu cet espace européen. Et il faut jamais oublier une chose, c'est que l'autosatisfaction, et peut-être à juste raison, parce que c'était quand même malgré tout l'Europe le territoire le plus puissant par rapport à notre idée de progrès, par rapport à notre idée de puissance et par rapport à notre idée d'évolution humaine. Et bien, sur ces bases-là, il est évident que l'Europe était la première puissance. C'est un monde sûr de lui. C'est un monde sûr de lui, mais alors, qui a la prétention de toujours rester à son plus haut niveau. Malgré tout, parce que c'est vrai que quand j'ai reçu votre ouvrage, et Il mire Dieu à la retraite, c'est le titre de votre ouvrage, le christianisme reste très prégnant dans la conception de tous ces penseurs qui voient l'apport de ce christianisme. Toute la pensée telle qu'on peut avoir aujourd'hui. Et j'ai toujours pensé, j'en suis totalement convaincu, on est dans un monde judéo-chrétien et on s'en départ pas. Si les Juifs n'ont pas besoin des chrétiens pour exister, les chrétiens ont besoin des Juifs pour justifier leur évolution. Et les Juifs ont eu besoin après des chrétiens pour vivre ou pour plein de raisons, ou au contraire soumis à la philosophie.
n'est pas une philosophie forcément catholique. Elle est aussi souvent juive. La pensée juive a aidé considérablement à faire évoluer aussi. C'est tout un imaginaire, et tout ça est totalement lié. Et c'est-à-dire que, en fait, on parle effectivement de l'héritage gréco-romain, de l'héritage. Oui, parce qu'on parle ça sur la notion d'État juridique. Exactement. Et tout ça, mais en oubliant que tout l'imaginaire dans lequel on vit, c'est cet imaginaire religieux, et que même aujourd'hui, débarrasser de tout ça, c'est assez amusant. C'est juste une anecdote. Vraiment. Vous lisez tous les bouquins sur le développement personnel, ou machin et tout. Et là, il n'y a plus de Dieu du tout. Au contraire, c'est l'homme par rapport à lui et tout. Et on vous dit constamment, il faut pardonner et se pardonner à soi-même. Voilà. Et ça, c'est complètement chrétien. Mais oui, je suis en train de dire, il y a 2-3 jours, un chapitre comment on appelle ça, de Jean Tenot, un texte de 1520, et où, dans le chapitre sur la clémence, eh ben, vous aviez ça, et vous avez tout le système tel qu'on peut concevoir, comme si c'était des nouveautés apportées à l'homme dans une réflexion psychanalytique, nettoyé de tout repère chrétien, et bien tous les mots, tous les concepts, toute la manière de vivre ensemble, de soi, de supporter sa vie et tout ça, sont hérités du christianisme. Mais totalement, totalement. Alors je reviens à votre ouvrage. Vous n'épargnez pas Michelet, je vous cite, il construisit une mémoire artificielle selon ses goûts, ses impressions et ses opinions, des opinions qui avaient considérablement évolué depuis sa jeunesse, puisque de monarchiste catholique qu'il fut, il devint au fur et à mesure du temps de plus en plus républicain et de plus en plus favorable aux protestants. Ainsi, il n'échappa nullement au jugement de valeur, aux affirmations, aux images déjà construites sans aucun questionnement, marchant parfois, comme l'avait fait avant lui Bayle, à contre-courant pour mieux se distinguer, vilipendant ceux qui étaient honoré par ses confrères. On enregistre cette émission en été. Voilà Michelet rhabillé pour l'hiver. Je dois rajouter quelque chose. Oui, parce que c'est vraiment l'apologie qu'on fait sur son travail, même encore aujourd'hui. Vous voyez des revues entières consacrées à l'œuvre de cet homme, m'agacent mais prodigieusement. Au-delà du fait qu'il y a des historiens qui sont bien plus brillants que lui au XIXe siècle et bien plus astucieux, la manière dont il a construit son histoire, qui était justement dans cette idée, en reprenant toutes les idées de Vico d'ailleurs, et en les adaptant à la notion de civilisation telle que Guizot l'avait développée quelques années avant lui, et avec cette idée justement de comment on appelle ça, de construction du progrès, et bien il en faisait aussi une histoire excessivement affective, et qui et selon toutes ces définitions telles qu'il pouvait l'espérer, puisque lui aussi avait voulu faire une histoire universelle, après une histoire européenne, et puis finalement s'était borné à l'histoire française, parce qu'il considérait que finalement faire l'histoire de France c'était faire l'histoire du monde. C'est pour vous dire dans quel état on pouvait être par rapport à l'ego, et bien de faire une histoire qui finalement ne dépareillait absolument pas de toutes les histoires qui pouvaient exister, puisqu'on était dans un même schéma. Il y avait que des jugements qui avaient simplement évolué. Oui. Voilà, c'est tout. Le seul problème, c'est que ce qu'il va faire et les idées qu'il va proposer vont être largement suivies par la suite. Oui, elles ont encore, elles ont toujours une puissance. Et quand on édite Michelet aujourd'hui, on l'édite comme finalement presque une bible de l'histoire de France. Et ce serait grand temps d'en faire une édition annotée. Alors, peut-être terminée. Alors, nos auditeurs vont dire que nous cédons à la réaction, mais dans votre livre, à la fin, vous montrez les dérapages en quelque sorte de la pensée. Je vous cite: les croyances n'étaient plus que des opinions. Donc vous parlez du 19e. Les croyances n'étaient plus que des opinions, et l'Europe un conglomérat d'individualités, de nations, de provinces, de positions, de métiers, d'instincts en rapport hostile. En un mot, la population européenne ne vivait que de conventions, d'habitudes et surtout de violence. Parallèlement à ça, la science historique se développe, et comme toute science, elles peuvent avoir un côté exclusif. Et vous n'épargnez pas, par exemple, le darwinisme,
dans sa volonté de sélection. J'ai découvert dans votre ouvrage les liens de Renan et de Gobineau, par exemple. Oui, ça m'a largement étonné. Donc Gobineau, qui est un théoricien du racisme, qui sera repris par le nazisme. Être utilisé par d'autres dictatures au XXe siècle, évidemment. Et non, c'est ça qui était très intéressant, c'est que finalement, vous avez des textes. C'est pas forcément un monde meilleur, je veux dire, par Non, cela. c'est pas un monde meilleur, mais c'est un monde scientifique. C'est-à-dire qu'en gros, on est dans l'idée de dire qu'on va supprimer tout, mais dans la science, on va structurer des nouveaux États. Alors, il y a des États dans la notion des gouvernements du 19e en France, notamment, sur l'idée justement de société, de la société qui va aider le peuple ou l'individu à s'améliorer ou améliorer son sort sur cette vie terrestre. Oui. D'autres qui vont considérer toujours que finalement c'est à l'individu de se développer et qu'à la société vaguement de le soutenir. Et cette idée droite-gauche comme ça va durer jusqu'au XXe siècle. Et après vous avez aussi d'autres qui vont considérer que finalement, le temps science, devient ce temps rationnel au plus haut point, et où finalement, il n'est pas inutile d'instaurer des dictatures ou de soutenir un processus autoritaire, et des dictatures diverses et variées qui se sont développées au XXe siècle ne sont pas le résultat de cette pensée, mais ont largement parfois été influencé par ces pensées. Au début de l'émission, je parlais des différents types d'histoires, l'histoire politique, l'histoire économique, etc. Aujourd'hui, on a l'impression que l'histoire est éclatée, qu'elle se recherche. Je renvoie encore une fois nos auditeurs au numéro de la revue des Deux Mondes, novembre 2017, avec une formidable interview de Pierre Nora qui montre cet éclatement. Il s'agit de revenir à l'essentiel, de réhabiliter l'histoire politique. Ça, j'en suis totalement convaincu, parce que à vouloir considérer, comme on l'a fait pendant si longtemps, l'histoire politique comme finalement une succession d'accidents et qui n'avait aucun intérêt à être étudiée parce que justement elle n'était pas la figure ou la représentation de ce progrès humain. Par contre, en travaillant sur l'histoire culturelle, en travaillant sur l'histoire des mentalités, sur l'histoire des femmes, sur l'histoire de l'enfance, sur l'histoire de tout ça, on pouvait voir que finalement, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, finalement, dans l'idée de l'éducation, dans l'idée du respect de la femme, dans l'idée de la médecine, tout ça, il y avait ce progrès. La politique, ça montre pas. Et donc finalement, on laisse tomber. Et c'est là où il y a l'idéologie aussi. Parce que finalement, même si on fait de l'histoire politique et c'est idéologique parfois, souvent, même, ça a été fait, incontestablement, en disant que finalement c'était bien de faire des batailles, c'était bien de faire des guerres, et que c'était bien d'aller conquérir le territoire d'en face. Et en rejetant ça, on cultive aussi quelque chose qui est d'abord en marge, souvent, d'une mémoire collective ou voire même de faits réels, qu'on tire et qu'on restructure et qu'on pense de nouveau, alors que les historiens d'aujourd'hui, pour faire de la science, ont rejeté la notion de la philosophie de l'histoire, et bien finalement acceptent l'idée aussi de penser l'histoire. À partir du moment où on pense l'histoire, on se trompe aussi, je crois. Et sans la politique, c'est quand même des gouvernements, des lois, des structures qui permettent aussi à des artistes de créer, à des publications d'exister ou pas, avec les censures, avec autres, avec des pensées à se faire ou pas, avec des régimes plus ou moins libéraux et ouverts à des opinions différentes. Bref, s'il n'y a pas le centre de la politique et s'il n'y a pas l'étude de ce truc-là pour justement créer cette histoire dite des mentalités ou ces histoires dites culturelles, voire même l'histoire du genre aujourd'hui, on se trompe forcément. Et l'histoire du genre, après tout, autant en parler, et qui est aujourd'hui ce qui a été avant l'histoire des femmes, on arrive à des choses, mais d'une misère intellectuelle, tellement c'est orienté idéologiquement. C'est là le problème, c'est que toutes ces histoires aussi éclatées sont aussi éclatées parce que justement travaillées par des groupes qui n'ont pas forcément que l'histoire comme préoccupation, mais qui ont aussi un aspect militant. Et c'est là où longtemps, on parlait de Michelet et de ses engagements politiques. Guizot est incontestablement aussi un politique. Thiers l'était aussi. Tous les autres, la plupart de l'école positiviste de la fin du 19e étaient très engagés politiquement aussi.
Incontestablement, les grands historiens du XXe siècle l'ont été aussi, à droite, à gauche. Carcopino, quelles que soient ses qualités, parce qu'il était un peu trop vichiste, voilà, eh bien, a été complètement blackboulé. D'autres, par contre, inscrits au Parti communiste, ont été mis en avant, jusqu'à ce temps que ce soit plus à la mode non plus, et sans parler après comme la société le montre aujourd'hui, depuis une quarantaine d'années, éclatée en fonction de minorités, et ces minorités faisant leur histoire. Et c'est là le problème aussi, c'est que finalement, et quand je dis des minorités, c'est pas des minorités forcément ethniques, religieuses, c'est aussi lié à des intérêts divers et variés, hein, et puis des goûts aussi sexuels, de nourriture, de n'importe quoi. Et on a des découvertes intéressantes dans tout cela. Il y a des choses forcément intéressantes. Mais il y a aussi une perdition. Et cette histoire-là, fabriquée à l'université, n'a plus rien à voir avec l'histoire enseignée ou même à l'école. Et comment voulez-vous, après, que les gens qui n'ont fait que l'histoire de l'école, et qui n'ont appris que l'histoire à l'école, avec quelquefois, justement, dans cette idéologie du progrès, largement marquée par rapport à tout un imaginaire politique, se retrouvent après avec les autres histoires. Il y a forcément une rupture qui se fait. Et c'est pas forcément le but non plus, ni de l'université par rapport à la population, qui doit enseigner malgré tout, à savoir, et puis après être enseigné, et ni non plus le boulot des historiens à publier, parce que dans ces cas-là, il écrit pour lui, mais pas forcément pour les autres. Or, normalement, la création, c'est pour les autres. C'est aussi pour ça que Storia Voce existe. Nous donnons une place, bien évidemment, à toute cette histoire plurielle, diverse, mais nous mettons un point d'honneur à mettre en avant l'histoire politique. Une brève histoire de l'histoire. Merci beaucoup, Didier. C'est moi qui vous remercie, vraiment. Et Ilmire Dieu, à la retraite, paru chez Passé Composé, qui est cette nouvelle maison d'édition du groupe Humaine 6. Nous retrouverons plusieurs publications Passé Composé cette année, donc au micro de Storia Voce. Chers auditeurs, je vous remercie encore pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens.